J'ai conscience relativement d'être un parasite. Quel culot, quoi. Il faut le savoir. Voilà. Je n'ai jamais vu cela. Menteur, pharisien. Bonjour à tous et bienvenue sur le French Dream. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale car nous allons effectivement commémorer le 11 novembre, l'armistice de la guerre de 14-18. Bonjour mon cher Gaston, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Effectivement, on se retrouve pour une vidéo, un live exceptionnel sur la commémoration du 11 novembre. Les événements de la Première Guerre mondiale, notre avis, l'importance de la commémoration et l'importance et effectivement ce qui en découle. Est-ce qu'on commémore autant quelque chose qui s'est passé il y a 110 ans Ça va très bien. Et toi, mon cher Xavier, qu'en penses-tu de tout cela ? Eh bien, je suis à la fois touché par la mémoire que l'on peut avoir de nos ancêtres. Effectivement, il s'agit d'un événement plutôt important, mais on va voir que quand même, il va falloir apprendre à s'en détacher, véritablement comprendre pourquoi aujourd'hui, dans le contexte de 2024 et d'une France qui a décidément un regard sur le monde bien différent de ce qu'elle avait en 14-18, eh bien, il n'est peut-être plus tant question de commémorer uniquement ces soldats et ces fiers Français qui ont été se mettre dans des tranchées pendant 4 ans, mais également l'idée, la vision qu'ils avaient de la France, comprendre pourquoi commémorer dans les conditions actuelles peut paraître quand même un peu exubérant. J'aimerais qu'on commence d'abord par rappeler quelques détails sur la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, effectivement, comme tu le disais, nous allons pouvoir un petit peu donner nos avis et effectivement essayer d'étudier la question du pourquoi commémore-t-on encore l'armistice du 11 novembre 1918 et quelles sont les leçons qu'on aurait dû retenir, qu'on n'a pas forcément retenues de cet événement, qui ont aujourd'hui amené la France dans la situation dans laquelle elle se trouve. Déjà, il faut rappeler que la Première Guerre mondiale est partie, comme beaucoup de guerres en Europe, des Balkans. On se rappelle donc de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Ça fait très scolaire ce que je dis, mais qui effectivement déclencha comme une traînée de poudre les différents conflits, les réactions à la fois de la Triple Entente et de la Triple Alliance. Il faut quand même remettre dans le contexte que la situation européenne à l'époque n'était pas si glorieuse qu'on pourrait l'imaginer. En 1914, on a quand même une Allemagne qui, par-delà le fait qu'elle arrive malgré tout à débloquer des compétences dans tout ce qui est production industrielle, a été très surprise par le remboursement des intérêts français suite à la guerre de 1870, qui ont provoqué une forte inflation dans son pays. Il ne s'attendait pas du tout à ce que les Français se dépêchent autant de rembourser les tributs de guerre à l'Allemagne. On a également donc une France qui est de plus en plus écartée de sa place centrale dans les débats internationaux à l'époque. Et puis, en fait, même si on parle souvent de la victoire des États-Unis dans la guerre de 14-18, dans le sens où elle aurait pris l'ascendant sur les autres pays occidentaux de par le fait qu'elle n'aurait pas été touchée pendant la guerre. En fait, si on étudie les chiffres, les États-Unis étaient déjà passés devant le Royaume-Uni, qui était donc la première puissance économique mondiale à l'époque, déjà en fait au début des années 1900, et avait déjà commencé à consolider son industrialisation. Donc en fait, ça n'a que fait une sorte de confirmation pour le dessin du monde qui se dressait avant la Première Guerre mondiale. Et puis évidemment, donc, le grand traumatisme, envoyer toute une population mourir, ce fut donc le destin de ces différentes nations européennes, ces grandes nations. Donc l'Autriche-Hongrie a complètement périclité et disparu suite à ce conflit. La Russie également, car l'Empire de Russie d'époque et ce qu'on a aujourd'hui comme la Confédération de Russie n'ont évidemment plus rien à voir en termes d'idéologie, n'ont plus rien à voir en termes d'organisation. Entre deux, il y a le communisme. Et puis, pareil pour ce qui reste aujourd'hui de l'Allemagne et de la France, on peut voir qu'en fait, c'était peut-être le dernier espèce d'espoir, de sentiment dans chacune de ces nations pour s'imposer comme étant le principal bastion de l'Europe. Mon cher Gaston, est-ce que tu as un commentaire à ajouter sur le déroulement de cette guerre ? Alors oui, pour petit rappel, c'est quand même une guerre, un conflit qui a fait 16 et 20 millions de morts, ce qui est quand même énorme, dont à peu près 10 millions de civils. Quasiment la moitié étaient des civils. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur du massacre. Et c'est quand même quelque chose qui s'est passé sur le territoire français. Ça a vraiment ça a labouré la France dans les terres, physiquement, dans les mémoires, dans les consciences, et même au niveau de la
de la force virile de la France. Il y a d'ailleurs une théorie pour dire que la France a subi tellement de guerres avec l'épopée napoléonienne, puis la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être parce que les plus courageux, les plus enhardis sont morts en premier dans les conflits, qu'il restait que les tapettes qui sont cachées, qui cachaient le fromage durant toutes les guerres, qui eux ont pu se reproduire. Et c'est pour ça qu'en fait on a une génération de fiottes. Alors, je sais pas ce que t'en penses. C'est-à-dire que tu es en train de nous décrire le fameux adage, les hommes forts font des temps paisibles, les temps paisibles font des hommes faibles et les hommes faibles font des temps carnassiers. Donc effectivement, oui, ce que tu décris est très vrai. En fait, on aperçoit le phénotype du français global. Et là, je ne parle pas uniquement de caractère ethnique, hein, mais effectivement, le français, euh, on peut penser au chevalier Bayard, hein, sans reproche et sans crainte. Effectivement, c'était l'image de ce peuple qui savait à la fois mettre des priorités sur la construction de son domaine familial, qui avait des valeurs chrétiennes et qui également était enhardi et d'un certain courage. Aujourd'hui, on a quand même du mal à observer une population similaire. Je dirais qu'en fait, même lors des événements qui ont suivi directement la Première Guerre mondiale, si on regarde l'occupation du Rhin et la Seconde Guerre mondiale, on voit déjà des espèces de comportements plutôt mesquins, plutôt vils, bien loin de la noblesse du vainqueur français des épopées napoléoniennes ou même avant, pendant les différentes guerres qui ont opposé les royaumes européens. On voit que ça n'a aucune commune mesure, par exemple, avec la fin de la guerre de Cent Ans, où le Français rentre dans son champ, retourne labourer et ne va pas demander une médaille d'honneur pour le récompenser de ses actions, alors qu'il en méritait évidemment une. Et là, pour la guerre de 14-18, c'est un peu pareil. Ceux qui sont morts ne faisaient pas ça uniquement par espoir d'avoir un honneur, espoir d'avoir un espèce de soubresaut de reconnaissance. Ils ont fait ça pour défendre leur famille, pour défendre leur pays, et c'était avant tout donc du patriotisme. Chose qu'on verra quand même assez rarement dans les conflits qui suivront au niveau de la France. Et puis, comme tu le décrivais, effectivement, cette guerre qui a fait énormément de morts, on parle souvent pour les livres d'histoire mondiaux de la bataille de la Marne, parce que c'est quand même la bataille où les Anglais sont morts en plus grand nombre. Évidemment, on n'oubliera pas non plus Verdun pour La les bataille de la Français. Somme aussi. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mm. La Somme qui a été donc théâtre de revirements extrêmement violents. Et puis aussi, donc, ce sont ces territoires qui ont vécu, comme tu le disais, un labourage, mais également une gazification, hein. Il y a quand même les premières armes chimiques qui ont été employées pendant ces guerres-là. Il y a eu un grand nombre de tentatives d'innovation. Alors, ça a apporté à la fois pour le civil par la suite plusieurs progrès, mais d'un autre côté, effectivement, ça a été la guerre qui a industrialisé les processus de meurtre. Ouais, effectivement, les 3 batailles que tu as décrites, à elles seules, représentent, je sais pas, peut-être 4 millions des morts, en fait, hein. La Somme, Verdun et la Marne, c'est énorme. Et oui, ça montre bien la technicité qu'a amené la Première Guerre mondiale avec les lance-flammes sur les champs de bataille. C'était vraiment une boucherie, en fait, hein. Et ce qui est le plus triste, en fait, c'est de voir à l'heure actuelle des personnes comme le président Macron qui n'a jamais mis un pied dans un champ de bataille, serrer la main des personnes qui ont pu avoir des, des traumatismes liés à cela. Et pour rajouter d'ailleurs, puisque nous voyons sur notre écran actuellement le président Sarkozy également, qui pourrait être affublé des mêmes commentaires. Mais effectivement, là, nous Mm. revenons sur Macron. Donc tu as raison. Qu'importe qu'on ait une certaine appétence pour la classe politique moderne ou non, on peut quand même faire le même constat que toi, Gaston. On a quand même mis face à des représentants aujourd'hui de l'ordre, des représentants de cette France qui se doit de prendre des décisions compliquées sur des théâtres de guerre internationaux dans lesquels elle est encore impliquée. Et ça, encore une fois, je laisse au peuple le devoir de vraiment réaliser si nous sommes impliqués dans des conflits qui nous concernaient directement ou non. Mais dans tous les cas, cette expression qui se transmet aujourd'hui par notre président, par notre représentation internationale, bien souvent fait défaut à l'esprit original, à la fois des poilus qui se sont battus dans leurs tranchées. Ont-ils vraiment décidé de se battre pour protéger une France qui aujourd'hui serait ultra-immigrationniste, ultra-progressiste, qui déciderait de remettre en cause toutes les valeurs traditionnelles qui avaient défendu ces hommes dans les tranchées, et puis également qui est contraire, je dirais, aux différents dirigeants de l'époque,
Je suppose qu'un hommage a été rendu aujourd'hui, dans la plupart des villes, aux maires, qui ont fait leur rôle pendant la guerre de 14-18, pour organiser donc, la mobilisation. Il ne faut pas oublier non plus, les grands, généraux, dont un qui, passé, maréchal, a également connu, une seconde vie, lors de la Seconde Guerre mondiale, mais nous en reviendrons une autre fois. Et puis, également, voilà les grands de la République, Clémenceau, qui ont envoyé ces populations se battre. D'ailleurs, il me semble que tu m'en parlais récemment, Gaston, elles se connaissaient bien entre elles, ces élites, à la fois françaises, allemandes et des autres pays européens, mais qui malgré tout défendaient donc une construction européenne qui n'a vraiment rien à voir avec ce que l'Union européenne a essayé d'en faire aujourd'hui, qui en a fait une espèce de prison dorée. Gaston, peux-tu revenir d'ailleurs sur, ce que tu m'as décrit l'autre fois, justement par rapport au copinage un peu entre ces différentes élites, des nations européennes pendant la Première Guerre mondiale? Oui, alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'était, tellement tragique qu'en fait, c'était simplement des plus ou moins des paysans allemands qui se battaient contre, des plus ou moins paysans français. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient rien, l'un contre l'autre. Ils sont, massacrés pendant 4 ans, alors que les élites, des 2 parties, elles se connaissaient bien, mangeaient ensemble et éventuellement avaient des accointances, alors, pour ceux qui ont une certaine culture, il y a le quadrilatère maurassien, celui qu'on connaît, et il y a le deuxième qui a été un peu moins, un peu plus décrié, qui pensait que tous les maux de la France étaient liés à 4 communautés: les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques. Et comme l'a très justement décrit Charles Maurras, c'est un peu ce qui gouverne la France à l'heure actuelle. Et je pense qu'effectivement, les personnes qui se sont battues pour la Première Guerre mondiale, pour l'honneur de la France, pour la patrie, c'était exactement tout ce qu'ils essayaient d'éviter. Et maintenant, on est pieds et poings liés dans le marasme actuel, donc du fameux quadrilatère maurassien, le deuxième. Hein. Non, c'est quand même assez tragique en fait de voir que cette espèce de retournement s'est opéré. On avait donc une France qui s'était libérée de l'envahisseur allemand et au final, elle n'était peut-être pas envahie purement que militairement, mais également un peu idéologiquement. Et donc, eh bien, ces Français qui ont été donnés leur sang et leur chair et qui ont sacrifié bon nombre d'années de leur vie, parce qu'il faut quand même se mettre dans notre contexte. Il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui d'avoir vécu la période Covid. Et on peut réaliser que le Covid a changé nos vies, certainement, a niqué pas mal de nos plans. Hein, on sera les premiers à le dire. Mais en même temps, il faut savoir que 4 ans passés dans les tranchées, avec, très peu de permissions, des conditions qui sont effectivement très dures à vivre, on n'a pas une espèce de plainte permanente, des descendants de ces Français, qui ont été se foutre dans la boue, le sang et la merde, hein, littéralement, à recevoir, des éclats d'obus à droite à gauche. Alors je dis pas que c'était le cas de tout le monde et d'ailleurs je reviendrai, sur un de mes ancêtres, plus tard quand, je reparlerai des progrès techniques apportés par la guerre, qui lui a été un peu loin de ça, fort heureusement pour lui. Mais j'en ai également eu qui étaient dans les tranchées, parmi les autres Français et qui n'ont aucun mérite en plus, mais en tout cas, qui ont été, remplir leurs devoirs. Et donc, pareil pour les descendants des Allemands qui ont vécu ça, on n'a pas cette espèce d'abus mémoriel, je ne sais pas si je pourrais employer le terme exact qui me traverse l'esprit, afin Pas de vraiment compétition victimaire. Hein. Nous ne voilà, sommes pas là ici pour ça. voilà, on a clairement pas le même type, de réaction de la part des descendants de ces peuples et d'ailleurs on observe qu'en fait tous les peuples qui ont su pardonner, qui ont su passer outre des grandes, défaites ou des grands événements, militaires parce qu'en soi la victoire de 14-18 reste quand même une défaite, dans le sens où nous avons malgré tout, perdu tous ces hommes, gaspillé toutes ces années, alors que c'était quand même, l'un des moments clés, le début du XXe siècle, où la France aurait vraiment pu tirer son épingle du jeu une nouvelle fois et repasser à une certaine forme de suprématie mondiale par une espèce de soft power qui était sur le point de s'exercer. Et vraiment, Et en plus, ça euh, a engendré, la signature du traité de Versailles était tellement abominable pour le parti allemand, ça a concentré la haine du peuple allemand sur le peuple français, et c'est ce qui a entraîné en partie la Deuxième Guerre mondiale. exactement, c'est totalement, logique en fait qu'il en ait résulté un second conflit. De toute façon, il y avait toujours cette rivalité, il y avait toujours, des oppositions assez véhémentes entre les Français et les Allemands, même après donc la guerre. Comme tu le décris, donc il y a eu le traité de Versailles et puis l'occupation par les Belges et les Français, de la Rhénanie, a été particulièrement, violente et donc effectivement, on peut comprendre que dans le subconscient allemand de l'époque,
la montée de leur nationalisme, qui, on le sait, ensuite a provoqué le plus grand bouleversement européen à grande échelle qu'on ait connu jusqu'à présent, en fait, paraît quand même relativement coulé de source quand on comprend ce par quoi ils sont passés. Et effectivement, avant même de parler de la signature du traité de Versailles, si on retourne à la signature de l'armistice, signé dans le wagon à Rotonde, hein, vous pouvez d'ailleurs aller le voir, il me semble qu'il est aujourd'hui exposé à Compiègne, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, si mes cours d'histoire sont encore bons, l'armistice est signé et on dit voilà qu'il reste vraiment les derniers moments de la guerre. À 11h seront sonnés les derniers glas de la guerre et l'affrontement doit cesser. Cependant, on observe des compagnies allemandes, des compagnies françaises et dans le reste de l'Europe. Faut pas oublier non plus l'implication, donc je parlais au début des pays Balkans dans cette guerre, qui vont continuer de bombarder, qui vont continuer d'utiliser l'artillerie lourde jusqu'à la dernière minute, dans un pur excès de haine qu'ils voulaient vraiment délivrer tant qu'ils étaient un peu permis de le faire. On a l'impression qu'on est face à des gamins et qu'on leur dit voilà, la récré est terminée dans 5 minutes et donc ils se mettent à foutre un bordel pas possible. Eh bien, je dirais qu'en fait, ces gamins, c'était donc ces jeunes hommes enlevés à leur patrie, enlevés à leur famille, complètement en désillusion. On leur apprend qu'en fait, on les a formés à faire la guerre et que ça devait être toute leur vie. Et finalement, même s'ils détestaient certainement les conditions dans lesquelles ils vivaient, ils s'étaient accoutumés à cette guerre et leur retirer d'un coup, sans véritablement leur expliquer le pourquoi du comment de la victoire. Il faut savoir que les troupes françaises n'ont pas pu pénétrer en Allemagne. Et ça aussi, du coup, ça a aussi généré beaucoup de rancœur parce que les Américains ont vraiment freiné des 4 sabots pour dire non, non, on s'arrête là, les Allemands sont vaincus, proposons-leur une paix qui leur serait juste. Donc vraiment, voilà, on peut observer à la fois du côté des Allemands et du côté des Français une rancœur qui ne s'est jamais vraiment apaisée, du moins je veux dire dans la première moitié du XXe siècle. Évidemment, les conséquences sont complètement titanesques hein, pour l'époque. Je ne vais pas revenir sur les millions de morts que tu as cités, mais également les changements politiques drastiques. La Autriche-Hongrie divisée donne lieu à la création de tout un tas d'États avec une Yougoslavie très instable qui, même aujourd'hui, peine à travers les différents États satellites qui ont pris leur indépendance à s'affirmer dans l'espace européen. Il y a d'ailleurs plusieurs de ces membres qui ne sont pas membres de l'Union européenne malgré une forte volonté des États membres de les intégrer. On a également du coup une Allemagne aujourd'hui qui a su rester le cœur industriel de l'Europe, mais qui finalement montre de gros signes de faiblesse. Et encore une fois, on sait ce qui s'est passé à la fois à travers la Seconde Guerre mondiale, puis la période d'occupation communiste du bloc de l'Est, donc de l'Allemagne de l'Est. Euh, En fait, la guerre de 14-18 est à la fois le pinacle de la technologie accumulée jusqu'alors pour industrialiser la guerre, comme je le disais avant, mais c'est également en fait la fin du règne de l'Europe sur le monde. Oui, alors je vais revenir sur ce que tu as dit. Il y a deux films qui en parlent très bien. Le premier film, c'est Stanley Kubrick qui parle de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire, qui montre le côté français de la Première Guerre mondiale, avec ces généraux totalement sanguinaires, assoiffés de vengeance et de ce qui a pu se passer en 1800, en 1871, à propos de l'Alsace-Lorraine, qui voulait simplement une revanche et qui était prêt à même bombarder et tuer les Français qui ne respectaient pas les ordres, hein. Il y a énormément de tirailleurs, on en parle assez peu, et le tiraillé, c'est quelque chose qui a été assez important pendant la Première Guerre mondiale. Puis le deuxième film, c'est un film assez récent qui s'appelle Rien de nouveau à l'Ouest, qui est issu d'une nouvelle, d'un roman du même nom, et qui montre en fait la, que c'était une guerre principalement de position. En fait, ça a très peu bougé. En fait, les fronts ont très peu bougé. Ça a fait énormément de morts, mais ça a bougé quelques centaines de kilomètres tout au plus, en fait. Et c'est ça qui est dramatique en fait, d'avoir remarqué que tout ce qu'ils avaient essayé d'accomplir jusqu'à la fin de la guerre n'a pas vraiment apporté de changement définitif. Et effectivement, c'est ce que tu décris. euh, on peut lire dans certains ouvrages, et notamment à travers les films que tu as conseillés, on peut voir, je suis pas sûr pour
tu disais à l'Ouest, rien de nouveau. Je ne sais plus si dans celui-là on voit exactement l'avancée française à un moment. Euh, mais malgré tout, euh, quand on remarque donc l'immense effort fourni physique, l'effort d'ingénierie, l'effort de production, tout ça pour qu'au final, avec les femmes aussi laissées à elles-mêmes hein, dans la population, il y a eu notamment du grand banditisme pendant cette période-là, dont le nom de ce grand bandit m'échappe, mais j'y reviendrai juste après. Donc tous ces efforts fournis pour effectivement ne pratiquement pas avancer, gagner quelques mètres en vrai, même pas 1 centimètre sur une carte, et au final qu'on leur dise le 11 novembre 1918, la guerre est terminée, euh, sans qu'encore une fois, eux aient vraiment eu pour la majorité d'entre eux, la sensation d'une avancée profonde et d'une victoire militaire, d'une solution totale, donc à ce conflit. Faut bien voir qu'effectivement, ils ont repris du terrain progressivement sur, le territoire français, complètement ravagé, mais n'ayant pas pu franchir le Rhin, d'ailleurs, bien loin de là pour, la plupart des soldats français, effectivement, il y a eu cette espèce de frustration qui s'est créée. Je conseillerais aussi, alors je ne sais pas si tu l'as vu, le film 1917 qui était Oui. sorti il y a quelques années. Alors, Heu, ouais, mais moi, j'avais regardé ce film au cinéma. Pourtant, oui, je vais quand même assez peu au cinéma, mais euh, j'avais pas aimé la réalisation. Alors, peut-être que le scénario est très, très bon, mais perso, c'est la réalisation qui m'avait déplu. Voilà, les longs plans séquences un peu rébarbatifs, bon, j'avais pas accroché. d'accord, je comprends effectivement le format a pu te déranger et puis un autre, moi qui me vient en tête, c'est aussi Joyeux Noël, donc qui est un film qui vraiment, raconte, au tout début de la guerre, les trêves, alors on appelle ça en anglais le miracle de Noël, il me semble. D'ailleurs, si, vous êtes intéressé en musique aussi, vous pouvez aller regarder, l'album de musique, Pipes of Peace, de Paul McCartney, dans lequel, effectivement, au début, ça parle, en fait, un peu de cette trêve de Noël et il avait fait un clip, d'ailleurs, dans lequel il représente un soldat allemand et un soldat anglais qui fraternisent, pour la période de Noël et on a également quelques traces, mais plus rares quand même, plus éparses, des Français qui ont envoyé des cartes pour dire à leur famille: «Ah oui, c'est exceptionnel, le jour de Noël, nous sommes allés serrer la main aux Allemands», Tout le monde est voilà. sorti, Mais pas ils ont joué au forcément des foot. cadeaux et Effectivement, je me rappelle de ouais, cet voilà, ouais. événement. Ouais. Alors effectivement, pour la scène de foot, apparemment, ça serait produit, notamment entre des unités anglaises et des unités allemandes, mais c'est totalement imaginable que soit produit également pour des Français. En tout cas, effectivement, en fait, c'est des peuples qui avaient la même culture, qui pratiquement, hein, évidemment, il y avait une certaine différence, il y avait une différence de langue, mais malgré tout, il y avait des interprètes dans les 2 camps. Donc en fait, c'était des peuples qui ensemble, dès 1914, dès Noël 1914 et d'ailleurs on disait en France à l'époque: «Ne vous en faites pas, les Français seront rentrés, Pour Noël, oui. avant la fin de la guerre, à Mm. la maison», avant la fin de la période de Noël, pardon. Heu En fait, ce sont des peuples qui auraient pu plus que fraterniser, mais produire ensemble. Et effectivement, on a perdu la crème de la crème, on a perdu le meilleur des Européens suite à cette guerre, qui était à la fois capable d'efforts prodigieux dans une guerre, mais également donc Sur le plan dans la technique, construction. mais je pense que c'est comme toujours, en fait, il y a eu une certaine manipulation idéologique par des tiers pour faire en sorte que ces peuples ne s'entendent pas et qu'il n'y ait pas une montée comme ça de l'alliance franco-allemande qui aurait pu véritablement imposer à l'Europe toute une technicité. Je pense que les vrais belligérants, c'était plus l'Angleterre et l'Allemagne que véritablement la France et l'Allemagne. C'est vrai. En fait, On reparle le assez peu, récit de... on parle assez peu de la concurrence qu'il y avait notamment au niveau des machines-outils durant dans les différentes usines, les machines-outils allemandes et les machines-outils françaises, les machines-outils anglaises. Et c'était vraiment un combat très très important, même financier. Et en fait, la guerre, c'est pas forcément l'arrêt de l'économie et l'arrêt du commerce, c'est juste le prolongement de la guerre économique. Ça a été du coup effectivement à la fois un coup de masse sur, les 2 parties que tu cites, mais effectivement, la France s'est retrouvée un peu mêlée au milieu de tout ça, alors qu'elle avait quand même plus grand intérêt à espérer une entente préventive.
Mmh. Mais malgré tout, même si on peut observer donc l'affrontement, comme tu le disais, principalement technique et mécanique au niveau allemand et britannique, on n'oubliera pas malgré tout les grosses avancées qui ont été faites par l'armée française en termes de production de chars, euh, les tourelles également, et puis ce qui a servi comme recherche par la suite, alors, ils étaient encore bien loin de les avoir réalisés, mais ça a notamment servi certains des plans qui avaient été faits par les Français par la suite pour produire les V2 en Allemagne, et qui ont eux-mêmes indirectement servi à la conception des fusées par les Américains ensuite dans les années 50-60. Et surtout, Donc, je vais penser à l'opération Paperclip, là où la NASA avait en douce donné des cartes d'identité américaines à des joyeux Allemands, pas tout à fait blancs. oui, je vois ce que tu veux dire. Ce n'était pas très, c'était un peu saugrenu, effectivement, cette opération Paperclip. Est-ce qu'il y a un personnage de la Première Guerre mondiale qui semble pour toi être bon de citer? Je ne sais pas, peut-être le Baron Rouge ou Baron Noir s'appelait-il? Baron Rouge? Ou as-tu une idée d'un personnage historique qui t'intéresserait? Ou veux-tu nous parler d'une expérience d'un des membres de ta famille pendant cette guerre-là? Bah, je tenais juste simplement à rendre hommage au Diable Bleu, euh, qui c'est les chasseurs alpins qui ont beaucoup aidé à cette Première Guerre mondiale et dont on parle assez peu, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, en fait, je pense qu'ils ont limite plus parlé du côté allemand après la guerre. Pour effectivement ces unités qui ont été très reconnues, ces unités alpines, que finalement, en fait, en France, on n'a pas eu on a une reconnaissance évidemment qui existe. On voit toujours les monuments aux morts, mais c'est là qu'on voulait en venir avec ce live aujourd'hui. C'est qu'en fait, malgré donc toute la cérémonie, malgré Macron qui marche sous l'Arc de Triomphe, etc., etc., en fait, on ne prend plus le temps d'écouter l'histoire, d'écouter véritablement les expériences des gens et de tenter de s'intéresser à ces événements purement sur le côté humain et le côté idéologique de ces personnes. On instrumentalise cette guerre pour dire qu'on a vécu le pire et que pour ne plus jamais vivre le pire, il faut suivre les ordres de nos petits cheffaillons modernes. Ce n'est pas du tout ça, en fait, que nous disaient nos ancêtres. Au contraire, eux, ils ont suivi les ordres de leurs petits cheffaillons d'époque et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés embourbés dans les tranchées. Mm. Oh, on a simplement suivi les ordres, comme pendant le Covid, quoi. Ah, on a simplement suivi les ordres. Je Et voudrais aussi rappeler que ça fait bien longtemps que dans notre classe politique actuelle, il n'y en a pas un qui a au moins fait l'armée. Voilà. Je crois que le dernier homme politique français à avoir fait l'armée ou à s'être inscrit sur des théâtres, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen. Que plus ou moins tous ceux d'après et tous ceux actuels sont relativement des fiottes, hein, capables de faire 10 pompes et 10 tractions. alors sur la grande politique, oui, je suis parfaitement d'accord sur l'échelle vraiment des gros candidats au présidentiel, etc. Euh, N'y a-t-il pas, alors ce n'est pas forcément du côté militaire, mais du côté de la police, n'y a-t-il pas un certain Brunet qui essaie de se Ah, démarquer politiquement? Juvin si, Brunet? Non? Juvin Brunet, oui, qui a récemment Oui, ouais. rejoint Contre-Culture, enfin plutôt Égalité et Réconciliation. Oui, oui, D'accord. bah en fait, il veut créer un espèce de CNR moderne, une alliance droite-gauche. Et je sais pas. Ça me paraît. Mais comme tu l'as décrit, Ouais, effectivement, c'est rare. ouais. C'est rare dans la classe politique moyenne. Moi, je voudrais aussi revenir sur Roland Garros, si ça ne te dérange pas. Bah vas-y, oui. Merci Roland Garros. Donc oui, bon, attention, je lis un peu, hein, parce que je voulais parler d'aviation. Donc effectivement, Roland Garros, c'est un pionnier de l'aviation militaire et donc eh bien, il a développé son propre système qui permettait de tirer à travers les hélices d'un avion. Évidemment, aujourd'hui, on se rappelle de Roland Garros, notamment pour, les cours de tennis, hein, pour les grands événements, de chaque année. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'en fait, il a dû, une partie de sa renommée donc, à, ses inventions pendant la guerre. Et puis du coup, pour parler d'aviation, je vais donner une expérience un petit peu personnelle. Effectivement, dans ma famille, donc, j'ai quelqu'un, de très proche, qui, était parmi les premiers aviateurs, à l'époque où il n'y avait pas encore, d'armée de l'air, qui a été créée, peut-être en 1923 ou 1924. Donc, lui, il était vraiment en 1916 sur l'un des premiers, biplans qui, à l'époque, n'était pas armé. Il ne disposait pas ni de projectiles, ni de fusils, rien du tout. Et en fait, ses missions étaient essentiellement pour de la reconnaissance. Il a volé au-dessus de la Marne
pour prendre des photos et indiquer des positions ennemies pour l'artillerie française. Et il a été touché en plein vol et son biplan a été complètement détruit parce que bon, vous imaginez bien qu'en 14-18, les premiers biplans en tout cas étaient faits essentiellement en toile et en bois, donc faisant une chute vertigineuse. Voilà. Lui, il a été grièvement blessé et d'ailleurs, il avait confié à sa femme une lettre qu'il avait demandé s'il lui arrivait quelque chose que sa femme la remette à sa mère. Et finalement, il lui est arrivé donc cet accident. Donc sa femme a remis la lettre à la mère, mais par chance, mon ancêtre n'est pas mort. Il a juste été grièvement blessé pendant cet accident. Mais donc, il a pu rentrer par la suite et donc voir les progrès technologiques qui l'intéressaient beaucoup dans l'aviation, etc. Et donc, il a servi avec notamment par la suite, il a pas mal volé avec Saint-Exupéry. Bref, tout ça pour dire que nous sommes connectés directement à l'histoire de certains de ces personnages, sans aller chercher forcément des gens très connus. Mais chacun de nos ancêtres aujourd'hui, si nous en sommes là, pendant cette guerre, je dirais, a été chercher au plus profond de lui-même cette espèce de force qu'aujourd'hui on n'arrive plus à appeler et qui lui a permis de se dépasser. Quand je dis chacun d'entre nous, évidemment, comme tu le décrivais Gaston, il y a quelques cacheurs de fromage qui ont fait exception à cette règle. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Français qui s'estiment bien français peuvent quand même se targuer d'avoir eu des ancêtres, indirects ou directs, qui ont été donnés de leur sang et donnés de leur bravoure pour la survie de la France. Et c'est d'autant plus dommage quand on voit ce que la France devient aujourd'hui. C'est quand même assez effarant. Ouais. Je pense qu'ils doivent se retourner dans leur tombe. C'est bien triste en effet. Aujourd'hui, pour les commémorations, on a essentiellement des soldats qui ont fait la guerre d'Algérie. Tu parlais de Jean-Marie Le Pen, et c'est à peu près cette génération-là, les gens qui vont faire les commémorations aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des soldats plus jeunes également, mais on aura quand même, bon, évidemment, il n'y a plus de poilus. Les derniers survivants sont morts il y a plusieurs années. Très peu de gens restent encore parmi les vétérans de la Seconde Guerre mondiale également. On n'a plus la parole directe de ces gens-là. Et donc, serait-il envisageable peut-être de commencer à commémorer vraiment cette fête, plutôt comme, non plus une victoire, mais comme un aspect, historique purement et nous détacher en réalité, de ces commémorations qui, de nos jours, servent à, déjà proposer une journée de repos et à éviter, un certain nombre de conflits dans les débats politiques. En fait, il est totalement instrumentalisé ce 11 novembre et ne serait-il pas plus judicieux de toujours organiser évidemment la petite commémoration le matin au monument aux morts, mais d'en faire une journée plus banale. Car aujourd'hui, si on doit vraiment garder un message de cette Première Guerre mondiale, c'est qu'ont vraiment fait les Français à l'époque, pourquoi l'ont-ils fait et comment pouvons-nous être fiers de cet héritage, comment pouvons-nous nous mettre en valeur la France qu'ils nous ont laissée et en faire un pays toujours plus grand. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec ces commémorations qui sont purement Bah, de la politique politicienne, en fait, ça sert à tout le Exactement. monde. Ça sert au maire du village à déposer une gerbe, à se montrer un peu auprès de ses villageois. Enfin, c'est proprement écœurant, en fait. On voit tous les types gros et incapables de courir se prendre pour des grands résistants, en fait. Alors que ce sont les mêmes pendant le Covid qui nous ont pété les couilles. En fait, je tiens juste à rappeler que systématiquement, les plus grands commémorateurs, si on peut dire, toujours ceux qui vous imposent le plus de règles, alors que ceux qui se sont vraiment battus et donc qui sont morts, bah, c'était ceux qui se battaient pour une réelle liberté. Je pense que c'est une parfaite conclusion à notre petite émission du 11 novembre. Effectivement, nous avons donc Je voulais aussi simplement des revenir sur le cas personnages. de Oui, l'Alsace-Lorraine, pardon. bah, c'est assez tragique pour l'Alsace-Lorraine, qui pendant plus de 50 ans, donc suite à la bataille de 1871, a été annexée par l'Allemagne et qui, dès lors que la France avait récupéré l'Alsace, en 1919, suite au traité de Versailles, a, comment pourrait-on dire, un peu délaissé l'Alsace en fait. Et donc la France a repris l'Alsace sans jamais véritablement s'en occuper parce que il y avait une différence de langue. Faut quand même bien rappeler que l'Alsace a été un peu plus allemande que française. Et du coup, il y avait un espèce de mépris de la part des Français contre l'Alsace, quoi. Parce que bon, ils parlaient allemand, on n'est pas tout à fait sûr de quel côté ils allaient se battre, voilà. Et dès lors que
le régime nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale, a pu refranchir les portes de l'Alsace. Bon, les malgré nous, ok, mais il faut savoir que ça a été relativement bien accueilli en Alsace, hein, parce que déjà il y avait une proximité de la langue, une proximité de la culture, même une proximité de la religion. Bon, voilà, je tenais juste simplement à rappeler ça, ce petit aparté par rapport à l'Alsace-Lorraine, et où il y a eu toujours eu un espèce de mépris de la part des Français suite à la reprise de l'Alsace-Lorraine. Et même lorsqu'on se balade dans cette magnifique ville de Strasbourg, on peut voir que tous les beaux quartiers ont été conçus, qu'on appelle la Neustadt, la nouvelle ville, ont été conçus par les Allemands. Effectivement, on peut le voir donc dans la ville de Strasbourg. Je me permettrais d'ajouter également, comme tu étais en train de décrire du coup, l'histoire de l'Alsace, également l'histoire de la Sarre, hein, qui était quand même la région qui avait un peu provoqué à la base, le conflit, de 1870, qui était également en jeu pendant cette guerre, cette Première Guerre mondiale. Finalement, les Français n'arriveront pas à s'approprier la Sarre comme ils le voulaient à l'issue du traité de Versailles, parce qu'encore une fois, les Anglo-Saxons ont fait un peu, mainmise sur les débats et ont demandé à ce que quand même l'Allemagne ne soit pas totalement étouffée. Finalement, la Sarre deviendra une région plus ou moins autonome à partir de 1920 et jusqu'en 1935. Malgré tout, cette région qui était convoitée notamment parce qu'elle avait de fortes ressources, si je ne dis pas de bêtises, en Du charbon, charbon, oui, c'est ça. Ouais. et des houilles peut-être également, j'espère ne pas dire de bêtises, mais du coup effectivement une région qui également, de par sa proximité avec la France, avait une relative promiscuité, hein, qui aurait pu également avoir, un langage partagé. On voit aujourd'hui qu'au Luxembourg, malgré le fait que l'allemand soit la langue la plus parlée, hein, relativement, il y a toujours la langue administrative qui reste français. Bon, dans les événements de l'occupation de la Sarre, il y a une espèce de tentative de francisation ratée, qui fait que, en 1935, quand on demande à la Sarre si elle voulait rejoindre la France, rester indépendante ou se rattacher à l'Allemagne, eh bien, le choix était relativement évident. La Sarre est repartie côté allemand, avec plus de 90% des voix d'ailleurs. Mm. Mais là, comme toutes les personnes qui sont présentes sur le stream, on a mis une rediffusion donc de la commémoration du 11 novembre de ce matin. Oh, voir toute cette classe, cette caste politique actuelle faire des photos, ça me répugne. Comment ces types-là peuvent honnêtement se regarder dans le miroir et commémorer des gens qui les haïssent, hein, voilà. Il faut bien le comprendre que les gens qui sont battus pour la première... Toutes les guerres, en fait, haïssent systématiquement nos représentants politiques actuels. Voilà, faut le savoir. C'est vrai qu'il y a quand même un énorme paradoxe, on les voit, alors évidemment il y a des gens qui sont convaincus, hein, qui ont véritablement, des convictions, qui ont véritablement une idée, de la France à défendre parmi les différents, organisateurs de cette commémoration. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a cette caste politique, aliénante et qui adore se servir de cet événement, qui en fait donc, son espèce d'épouvantail. Voilà, Mm. si vous voulez pas que ça recommence, eh ben, il faut bien vous comporter, il faut être Écoutez-nous. de bons petits citoyens. Exactement, écoutez-nous, on fera en sorte de vous protéger contre qui. Mais c'est en fait, c'est toujours l'espèce de même système mafieux. On vous protège contre qui? Contre nous-mêmes en fait. C'est Et très paradoxal. Tu parles d'ailleurs de nos viewers, eh bien, je tiens à leur demander de s'abonner à la chaîne puisqu'évidemment, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez voir tous les autres contenus LFD, il y en a déjà plusieurs sur la chaîne, alors assez différents, des commémorations du 11 novembre. Nous parlons, de sujets sociétaux, de sujets qui vous touchent et qui nous touchent, par rapport aux relations hommes-femmes, par rapport à notre vision de la France, du salariat, bref, du French Dream en général. Gaston, est-ce que tu as des mots d'introduction de la chaîne à prononcer à présent? oui, effectivement, en fait, on essaye de couvrir une vaste globalité de l'aspect, on va dire, du jeune homme moyen entre 20 et 35 ans, plus ou moins. Euh, Simplement pour expliquer des phénomènes sur lesquels il n'arrive pas forcément à poser des mots. On est là pour avoir une forme de pédagogie, pour poser des concepts sur des choses qui peut-être ressentir sans véritablement les comprendre ou les exprimer. Premièrement, et deuxièmement, c'est surtout pour se marrer qu'on fait ça. Et dernièrement, voilà, on essaye de donner une note d'espoir à tous ceux qui sentent l'arrière-goût de pisse global. Voilà, je vous conseille d'éteindre la télé, de nous écouter et surtout de ne pas perdre espoir. Rien n'est joué et
Et comme disait encore une fois Charles Maurras, tout désespoir en politique est une bêtise. Nous serons avec vous dans tous les cas. Et effectivement, cette citation de Charles Maurras, c'est une parfaite conclusion pour notre podcast. N'hésitez donc pas à nous laisser un petit pouce bleu et on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ah oui, je voulais juste rajouter une petite aparté. On refera aussi les commémorations pour la Seconde Guerre mondiale, et notamment la différence de traitement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et éventuellement les événements qui font que la différence de traitement, enfin, qu'est-ce qui fait une différence de traitement entre ces deux guerres, mon cher Xavier? Je te laisse le deviner. Je te laisse nous le décrire aux prochaines commémorations. Salut à Bien tous. évidemment, on s'y retrouvera. Salut à tous!